Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de l'année de votre magazine transfrontalier entre Suisse, Italie et France. Fabrice, bonjour. Buongiorno Renato. Bienvenue dans nos studios de la RAI de la Valle d'Aosta et surtout auguri di buon anno. Et auguri anche a te Renato, et puis tous nos voeux de bonheur, de santé surtout à nos téléspectateurs, qu'ils soient français ou italiens, bien évidemment. Alors avant de commencer à passer en revue un petit peu les différents thèmes d'actualité que nous avons choisis pour ce premier numéro, est-ce que je peux me permettre de te demander comment se sont passées les fêtes et particulièrement ce réveillon de jour de l'an ici chez toi en Valle d'Aosta? Eh bien, comme c'est la tradition sur les pistes de ski, on a passé le jour du Nouvel An avec les traditionnelles descentes au flambeau. Pour la première fois, d'ailleurs, à la lumière des lampes LED. On le voit maintenant, des lampes plus écologiques que les traditionnelles. Et les images que l'on voit ont été tournées à la station de Pila, des descentes au flambeau accompagnées, comme la tradition le veut, par des feux d'artifice. Et pour finir la soirée, les fêtes se sont déplacées dans les places d'Aoste, de Courmayeur et de la Valle d'Aoste tout entière. Ok. Et toi, Fabrice? Eh oui, alors chez moi, on va voir quelques images également. En France, évidemment, des fiacolates et aussi dans les stations de ski, avec des LED. Chez nous aussi, ils sont arrivés les LED. Les images que l'on voit là, elles ont été tournées à Manigot le soir du réveillon. Manigot, c'est en Haute-Savoie. Une piste était restée éclairée pour la descente au flambeau, donc, mais aussi pour permettre aux gens qui voulaient skier de skier le soir du réveillon. Et le lendemain, tout le monde avait rendez-vous au lac d'Annecy. Ce sont les images que vous voyez là, avec les Vikings. Tous ces gens-là sont des Vikings. C'est le nom qu'ils ont donné à leur association. Depuis 20 ans, ils prennent leur bain du jour de l'an. Cette année, l'eau était à une température de 6 degrés contre 7 degrés de température ambiante. Et juste après, ça s'est terminé par un sauna. Alors, pour terminer notre regard sur le Nouvel An, sur les Alpes, il nous manque un regard suisse. On va la voir avec notre confrère Victor Glacé. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous avez passé le premier jour de l'année de l'autre côté du Grand Saint-Bernard? Vous aussi avec des lampes LED, non? Alors effectivement, il y avait aussi des lampes LED, mais cette année, il y avait surtout de la neige, ce qui rendait les gens joyeux par rapport à l'année passée. Il y a eu quelques manifestations qui ont été faites dans les stations, et puis on voit les images... un beau feu d'artifice. Un beau feu d'artifice, effectivement. Et puis à Neuchâtel aussi, nous avions les LED dans la discothèque avec un rassemblement de 3000 jeunes, et qui était relativement positif par rapport à l'avenir, quelque chose d'assez intéressant, de voir des jeunes qui étaient contents de l'avenir. On voit qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. C'était toute la Suisse romande qui s'était rassemblée à Neuchâtel? C'était principalement des gens, des jeunes qui venaient de toute la Suisse romande pour fêter ensemble et dans une ambiance fort sympathique. Bien, messieurs, maintenant que les vœux sont adressés à tous nos téléspectateurs de l'Arc Alpin, on va pouvoir commencer avec notre premier thème d'actualité. Et comment ne pas débuter avec un thème de discussion qui certainement a alimenté toutes les discussions de bar, même dans nos 3 pays, à savoir le retour de l'hiver. Froid, chute de neige record. Alors que l'on croyait les hivers rigoureux renvoyés au calendrier grec, eh bien, la fin de l'année 2017 et ce début 2018 semblent prouver le contraire, hein, René? Et oui, pour en parler, nous avons sur le plateau notre premier invité qui est Fabrice Troilo. Bonjour. Climatologue à la Fondation Montagna. Vous êtes glaciologue pour la Fondation Montagna Sicura, ici en Valle d'Aoste. Alors nous ne sommes plus, nous, dans les Alpes, vraiment habitués à de vrais hivers. Vous l'aviez prévu, vous, les spécialistes du climat, cet hiver-là? Cela vous a-t-il surpris? Non, absolument pas. Si on l'avait prévu, d'ailleurs, on n'aurait pas manqué de le faire savoir à tout le monde. Seules les prévisions météo à 3, 4, 5 jours sont vraiment fiables, on le sait. Au-delà, la fiabilité de nos prévisions reste très aléatoire. Et les prévisions à long terme sur le changement du climat, c'est encore autre chose. C'est donc un événement exceptionnel? Exceptionnel, non, pas vraiment. On est plus habitué, voilà tout, vu les dernières décennies. Si l'on consulte les séries de relevés de précipitations des siècles passés, on s'aperçoit que
Pour ce mois de janvier, on est effectivement très proche des maximums historiques. Mais sur l'échelle du temps, il faut consulter également les séries du mois d'octobre. Et là, on voit qu'en octobre dernier, on est dans les plus bas niveaux historiques de précipitations. Et en ce qui concerne les températures, elles ont également été très basses. C'est aussi un motif d'étonnement pour vous? Oui, là aussi on était plus habitué à autant de neige en fond de vallée. Mais il faut pondérer cette impression, car il y a aussi eu beaucoup de pluie jusqu'à une altitude élevée, 2004 à 2500 mètres. À Pila, par exemple, au-dessus du Val d'Ost, en France aussi. Alors oui, il y a bien eu quelques épisodes de froid, mais qui ne se sont pas vraiment prolongés dans le temps. On parle toujours de l'agonie des glaciers alpins. Pour l'instant, cet hiver, est-il de bon augure pour leur santé? Oh non. Espérons-le, mais on ne pourra avoir un bilan exact de leur état qu'à la fin de l'hiver. S'ils devaient continuer comme ça, oui, leur santé s'améliorerait. Mais l'hiver n'est pas fini. Il nous faut attendre et voir. Si dans 2 semaines, on a de nouveau des hautes pressions, de la chaleur, alors on retrouvera vite des bilans identiques à ceux des années passées. À chaque forte chute de neige, il y a toujours ceux qui en profitent pour contester le réchauffement climatique. Donald Trump, pour ne pas le citer. Oui, il est toujours à la pointe des Antilles, lui. Alors, le réchauffement ou pas? Si on en parle au regard de données scientifiques, il est absolument irréfutable. On parle de changement, avec dans certaines régions un réchauffement extrême et dans d'autres un refroidissement au contraire. On a élaboré des théories sur la disparition du Gulf Stream. Et sur l'Europe, son effet serait terrible, mais ne se traduirait évidemment pas par un réchauffement. Il faut être très attentif à tous ces événements climatiques extrêmes, mais en se souvenant qu'il y en a toujours eu. L'analyse climatique ne peut se faire que sur une longue période. Une trentaine d'années, ça nous donne déjà des indications sur le changement de climat. Mais cet événement exceptionnel n'indique certainement pas un retour en arrière du climat. Il ne faut pas baisser la garde alors. Absolument pas. Alors, grazie Fabrizio, on va parler un petit peu de la Suisse grâce à toi, Victor, parce que ton Valais, notamment, a été particulièrement touché, avec, on va le voir, des images d'un glissement de terrain particulièrement impressionnant. Donc oui, effectivement, donc, il y a eu vraiment peu de précipitations cet automne, et puis tout d'un coup, des paquets de neige, et derrière s'enchaînait aussi beaucoup de pluie. Ça veut dire que les terrains étaient complètement gorgés d'eau, et puis effectivement, donc, on peut voir ces images, cette maison, enfin ce talus qui s'effondre. Donc oui, effectivement, on a été vraiment relativement touchés cet hiver. Et ben, on les voit, ces images, justement, là. C'était dans quelle partie du Valais, exactement? C'est à Saviès, dans le Valais central, en dessus de Sion. Après, il y a aussi la problématique où il y a eu quelques critiques de personnes qui disaient qu'on construisait un peu n'importe où, et puis que ce n'était pas forcément dû qu'aux intempéries, mais peut-être aussi à des constructions où il ne faudrait peut-être pas forcément construire. Est-ce qu'il y a eu chez toi aussi, comme ça a été le cas en Vallée d'Aoste, des situations particulièrement difficiles pour les habitants qui ont été isolés dans les vallées, disons? Alors il y a quelques villages qui ont été soit évacués, soit isolés. Il y a des routes qui ont été coupées, notamment la route entre Martigny et Chamonix, qui était coupée par un éboulement assez important. Donc situation que je dirais qu'on ne connaissait pas par le passé, mais qui était, ça fait 40 ou 50 ans, commune. Mais on n'a plus l'habitude aujourd'hui d'avoir de telles conditions hivernales, même en Suisse, d'avoir de telles conditions hivernales et d'avoir de telles conditions climatiques. Fabrizio, on voit que cette vague de neige, de précipitations, bref, de mauvais temps, a touché l'ensemble de l'arc alpin. D'habitude, du nord au sud, le climat est différent. Du Valais suisse, par exemple, au nord, à la Vallée d'Aoste au sud, ce n'est pas pareil. La Vallée d'Aoste a la réputation d'être très sèche d'ordinaire. Comment se fait-il que cette fois, tout le monde ait été touché? Toutes les perturbations qui nous ont frappés ont été tellement fortes qu'elles ont pu franchir toutes les frontières et toucher aussi la Vallée d'Aoste.
Durant ces différents épisodes de mauvais temps, il y a eu tout de même des différences. Chez nous ici, la Haute-Vallée d'Ost a été touchée par l'influence atlantique, alors que la Basse a été sensible à l'influence méditerranéenne. Il y a donc eu des différences, mais la dépression était si forte que finalement, il s'est mis à neiger partout. C'est donc difficile de faire des prévisions à très long terme, mais après un épisode comme celui-là, à quoi faut-il s'attendre ? Comme je vous le disais avant, sur les prévisions climatiques, on ne peut pas tirer de vrais enseignements de cet épisode. Et quant à ce qui va se passer en février et mars prochain, on n'est pas plus avancé. On ne peut pas encore donner des prévisions fiables. Grazie Fabrizio. Allora, comme on dit à la RAI, cambiamo argomento. On va changer de sujet. Voilà, on va changer de sujet pour parler d'un thème qui a fait beaucoup discuter et qui a beaucoup touché en France. Chez moi, aussi bien à la fin de l'année dernière, qu'en ce début d'année. En effet, c'est un bien triste anniversaire dont on s'est rappelé le 7 janvier dernier. Bien sûr, c'était les attentats de Paris il y a 3 ans, et particulièrement celui qui a décimé la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Un 3e anniversaire qui n'a pas empêché le journal Charlie Hebdo donc, de continuer à paraître, même si de nouvelles menaces de mort lui ont été adressées par les terroristes. Je vous propose d'entendre tout de suite le témoignage d'un dessinateur alpin s'il en est. Il habite le Dauphiné. Pierre Balouet est ami de la rédaction de Charlie Hebdo. Il y comptait de nombreux copains. Je vous propose de l'écouter. Image de Nathalie Rapuc pour France 3 Alpes. La une de Bonne Année de Charlie, Pierre Balouet ne l'a évidemment pas manqué. Un dessin qui fait rire et réfléchir. Excellent dessin, aurait dit son grand copain Tinius, disparu dans l'attentat de 2015. Réfléchir à un passé, un présent et à un avenir sous haute protection. Les sénateurs de Charlie deviennent fous de trouille et puis ils font preuve d'un courage exceptionnel en plus, parce qu'il y a des tas de gens qui sont prêts à les dérouiller. Ce portrait de Rhys, rédacteur en chef de Charlie, très tiré, visage blême, à 73 ans passés, dont presque autant à dessiner, Balouet échangerait volontiers ces traits-là pour revoir ceux de ses potes Tinius, Cabu ou Wolinski, dessinateurs de ce journal né pour faire rire et au moins en partie mort sous les coups des cinglés de Dieu, comme Pierre les appelle. Le délit de blasphème a été supprimé du droit français à la Déclaration des droits de l'homme et puis a été abrogé par la loi de liberté de la presse de 1881. C'est ancien, hein. On a le droit de blasphémer, se moquer des religions quoi, et des rois. Oui, mais est-ce qu'il va falloir une escorte maintenant pour le faire ? Il y a beaucoup de mes confrères qui sont sous escorte, oui. Coco a 2 policiers tout le temps avec elle, Rhys doit en avoir comme une dizaine. Plantu en a 2 aussi, et pourtant Plantu, c'est Plantu. Et c'est Plantu, justement, qui depuis 3 ans a guidé les pas de Pierre et de ses dessins jusqu'en prison, à la rencontre des détenus de la maison d'arrêt de Grenoble-Vars. Même les plus radicalisés ont droit à sa visite, pour parler Charlie, évidemment. C'est la première chose que je leur dis, si je suis là, c'est à cause de Tinius. Alors déjà, ça met les... Ils savent pourquoi je suis là. Ça bute et on s'accroche, et puis petit à petit, je les convainc pas, je les convainc pas, mais ils savent qu'il y a des gens qui dessinent, qui réfléchissent à ça et qui trouvent que c'est pas grave de se moquer des religions, de se moquer des politiques, de dessiner les gens. Dessiner, rire, pour ne plus pleurer et continuer de croquer la vie en croquis. Notre second invité nous a rejoint. Alors vous êtes caricaturiste et ami de beaucoup de dessinateurs de presse français. Que ressentez-vous lorsque vous voyez 3 ans après le drame de nombreux collègues français vivre encore sous escorte ? C'est terrible pour moi. Ça me rappelle le jour de l'attentat. Je l'ai su aussitôt sur Internet grâce à des amis français qui m'ont fait savoir ce qui se passait. C'est bien que l'on continue de se souvenir, parce qu'on avait peur que ça ne soit qu'un moment et qu'après on s'empresse d'oublier ce qui s'était passé.
Chaque année, depuis le drame, nous, dessinateurs, continuons de nous souvenir de cette catastrophe impossible à imaginer avant qu'elle ne survienne. Oui, les gens n'ont pas oublié, mais il n'empêche que l'image de Charlie Hebdo a beaucoup changé en 3 ans. Du grand élan de solidarité où tout le monde déclarait « Je suis Charlie » et jusqu'à maintenant où certains, ici en Italie, ont pu changer d'idée sur ce journal. C'est vrai, ce n'est plus l'après-attentat où tout le monde était Charlie, ça a changé. Charlie a continué à être Charlie. Ils ont fait des dessins sur l'actualité italienne qui n'ont pas été tous appréciés. Charlie a continué à faire son travail en essayant de faire rire. En Italie, le style Charlie est difficile à faire passer, non? Oui, c'est vrai. Quand par exemple ils ont fait les dessins sur le tremblement de terre, Charlie dénonçait les profiteurs, mais il n'a pas été compris comme ça. Et puis il y a eu aussi le dessin de l'avalanche mortelle de Rigopiano. Oui, Charlie s'est expliqué, mais ici l'impact du dessin était trop fort. On a cru qu'il se moquait des personnes mortes dans l'avalanche, alors que c'était tout le contraire. Mais Pierre Balouet, dans le reportage que l'on a vu, et Rhys, le rédacteur en chef actuel de Charlie, disent « À présent, nous sommes seuls face au flot de haine des terroristes. » Oui, ce qu'ils ressentent, c'est que l'opinion publique en France aussi n'est plus aussi proche d'eux, prête à les défendre. Alors qu'en Italie, ce n'est pas pareil. Certains me disent toujours « Comme tu es courageux de continuer à dessiner tes caricatures ». L'impact de l'événement était beaucoup moins fort ici qu'en France, c'est évident. En France, on a vu le Premier ministre monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour répéter que la liberté d'expression et de caricaturer faisait partie des droits fondamentaux en démocratie. Le fait de devoir le rappeler n'est-il pas finalement plus inquiétant que rassurant? C'est vrai que cela devrait être évident pour tout le monde. Mais il faut la répéter pourtant. Oui, il faut la répéter sans fin. Les éditorialistes doivent le dire encore et encore. La liberté de la presse, c'est celle de tout le monde, pas seulement des dessinateurs de presse. La vraie liberté de la presse est celle qu'ont les gens dans une démocratie de pouvoir s'exprimer librement. Mais en tant que dessinateur de presse, que pensez-vous de l'initiative de Plantu d'envoyer des dessinateurs dans les prisons pour rencontrer des détenus, parmi lesquels figurent des terroristes? C'est ce qu'a fait Pierre Balouet. C'est une très bonne idée. C'est une façon de revenir à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'expliquer ce qu'est l'humour, bien sûr, mais de faire comprendre que derrière le dessin, il y a un homme. C'est fondamental. En Italie, on ne fait pas ce genre de démarche pour l'instant, mais j'espère qu'elle va faire école parmi nous. Victor Glacé, ce 3e anniversaire des attentats de Paris chez toi en Suisse, est-ce qu'on l'a rappelé? Alors on l'a juste rappelé, c'est vrai qu'avec moins de force que par le passé, c'est très important de se rappeler de ce genre d'événement pour surtout ne jamais oublier ce qui s'est passé et puis pour éviter de nouveaux attentats du style. Mais les médias en ont parlé, vous avez aussi en Suisse un hebdomadaire qui s'appelle Vigous qui s'inspire de l'esprit Charlie aussi. Vigous s'inspire, mais s'inspire d'esprit Charlie, effectivement, est très satirique avec des dessins qui sont très engagés. Par contre, ne touche pas trop à l'aspect religieux ou terrorisme, reste vraiment dans un contexte très suisse. Alors, on reste avec toi en Suisse pour parler, on parle souvent des votations suisses, non? C'est le cas même. Maintenant, avec une votation qui se tiendra au mois de mars et qui est intitulée No Bilag. Ça veut dire quoi, No Bilag? Alors, No Bilag, c'est un terme barbare pour les gens qui ne sont pas suisses, mais ça veut simplement dire arrêter d'encaisser la redevance pour la radio et la télévision. Mais alors, ça veut dire la mort du service public de la télévision suisse. La RTS... on ira aux funérailles de la RTS si No Bilag gagne la votation, non? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que c'est une initiative populaire. Donc, c'est des gens qui se sont dit que cette redevance ne servait à rien et que c'était un impôt qui ne servait à rien. Donc, il fallait l'abolir. Donc, ils ont réussi à faire aboutir cette initiative. Effectivement, elle est mise en votation.
Donc, si cette initiative passe, la redevance sera interdite d'être prélevée dès l'année prochaine, ce qui veut dire, effectivement, pour des médias comme la télévision suisse, télévision et radio suisse, donc la SSR, leur financement, c'est 75% du financement, c'est au travers de la redevance. Ça veut dire que du jour au lendemain, 75% de leur budget ne seront plus à disposition. Donc, effectivement, il y aura des informations moins, des programmes en moins. Mais ce n'est pas la disparition pure et simple du service public ? Alors, aujourd'hui, le service... Non, alors, c'est la disparition pure et simple du service public dans le sens que la Confédération ne pourra plus prélever d'impôts, ne pourra plus payer une chaîne de télévision pour donner des missions particulières, telles que l'information pertinente, de qualité, en plusieurs langues, notamment en Suisse, en français, en italien, en allemand et aussi en romanche. C'est aussi toute la mort vraisemblable de tous ces programmes culturels. C'est aussi la mort du sport en Suisse. On a beaucoup de sport sur les chaînes de télévision suisses gratuites. C'est aussi un peu donc, ça. Public. Donc effectivement, ce n'est pas forcément la mort de la SSR. Les gens qui sont pour cette abolition de la redevance disent que c'est une chance pour la SSR qui deviendra libre et qui pourra en fait qui sera libre de faire comme elle l'entend. Mais effectivement, il faudra notamment réduire la voilure. Et je ne donne pas cher des programmes en italien et en romanche. En allemand, il n'y aura pas trop de problèmes. C'est la grande part du lion, quand même, la partie. C'est quand même la mission du service public qui est remise en cause, parce que bon, on aura toujours des programmes commerciaux, etc. Mais sans ce revenu, c'est la mission du service public qui... C'est la mission du service public, donc la Confédération ne pourra plus attribuer de mission au service public. Ce qui est remis en cause, en fait, c'est cette télé étatique. Et puis, les opposants à cette redevance disent que le modèle actuellement de la redevance, c'est un modèle de grand-papa et qu'à l'avenir, on devra en fait payer pour qu'on se consomme. Pour qu'on consomme. Pour ce que l'on consomme. Ce que l'on consomme, voilà, excusez-moi. Donc, et cette votation, ce Nobilag, il a des chances de passer ou pas? Parce que je regardais les sondages, pour l'instant, ils sont encore devant, ils sont à plus de 50%. Donc aujourd'hui, c'est une initiative. Une initiative démarre en principe dans les sondages relativement hauts. Il y a une très forte mobilisation générale pour que cette initiative n'aboutisse pas. Vraisemblablement qu'à la fin, elle n'aboutira pas. Mais ça a quand même mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, puisque la SSR, donc la télévision et les radios, devront de toute façon revoir leur mode de fonctionnement, parce que d'un côté, on dit aussi qu'il y a un peu d'arrogance de la part de ces médias subventionnés. D'accord. En tout cas, cette votation sera largement suivie en France, notamment, où le président Macron a annoncé une réforme de l'audiovisuel public. On ne sait pas encore dans quel sens. Mais l'exemple suisse, si Nobilag est adopté, ça sera la première fois qu'on supprimera une redevance pour financer une télévision publique. Alors, il nous reste quand même quelques minutes pour parler d'un autre événement, le 4 mars, ici, toujours le 4 en mars, Italie, oui, décidément. Ce sont Le toujours 4 des mars sera un élections. grand jour, puisque ce sera les élections du Parlement italien, Camera dei Deputati, Chambre des députés, notre chambres. Assemblée nationale et le Sénat. Exactement. Hein. Alors, toute l'Europe aura bien sûr les yeux fixés sur l'Italie, parce que pour voir notamment si la vague populiste continue. On a déjà eu la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, l'Autriche, beaucoup plus récemment. Alors, qui a-t-on le plus de chances de voir comme Premier ministre? Un Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, dont ce serait le grand retour, à plus de 80 ans, ou alors le comique Beppe Grillo pour les Cinque Stelle? Eh bien, comme chaque fois, c'est l'incertitude qui domine. C'est difficile de dire, parce qu'il y a en fait trois camps qui sont effectivement, disons pas à égalité, mais quand même, il n'y a pas un camp très différent des autres. Donc, ce sont ceux que tu as rappelés, le Movimento 5 Stelle du comique Beppe Grillo. Après, il y a le centre-gauche qui gouverne actuellement avec le Premier ministre Gentiloni et l'ancien Premier ministre Renzi. Après, il y a ce retour du centre-droite, pas directement avec Berlusconi qui ne peut pas être élu, mais donc, avec la Lega, et surtout Berlusconi a encore une grande influence. Alors pour le moment, c'est difficile de dire qui aura le dessus. Peut-être aucune coalition n'aura le dessus, parce que là aussi il y a un système électoral qui est mixte entre, ce n'est pas majoritaire, ce n'est pas majoritaire pur, mais il y a une partie proportionnelle et ce n'est pas dit qu'il y aura un gagnant le soir du 4 mars. Donc peut-être une grande coalition à l'allemande. Exactement. Voilà.
Dino, les dessinateurs de presse commencent, j'imagine, à travailler sur cette campagne électorale. Comment la voient-ils? Quel est le personnage qui revient le plus souvent sous leur plume? Pour l'heure, on est encore en rodage. La campagne ne bat pas encore son plein. Cela dit, c'est certainement le grand retour de Berlusconi dans les dessins. À lui seul, il a pendant des années inspiré des milliers de caricatures. Et puis il y a Renzi aussi, qui se retrouve dans tous les dessins politiques. À mesure que l'on se rapproche du vote, on voit de plus en plus de dessins sortir. On voit un des tiens là, justement. Oui, c'est un petit jeu auquel je me suis livré sur les énormités qui sont toujours balancées lors des meetings. Mais je vous ai aussi apporté d'autres dessins de très bons caricaturistes italiens. Nous en avons un peu partout dans le pays, de Toscane, comme Staino, ou du Nord, ou encore Gianni Allegra, qui travaille à Palerme. C'est un florilège de ce qui se prépare pour les élections de mars. Qu'est-ce que toi et tes collègues vous attendez de cette campagne? Une campagne dure, tendue, ou au contraire, qui se déroule sans provoquer l'intérêt des électeurs? Difficile à dire pour l'instant, ça dépend de ce qui se passera. Il faut que l'on se rapproche du vote pour que les esprits s'échauffent. La grosse inconnue du scrutin reste la participation. Oui, c'est certain, mais ce n'est pas la faute des dessinateurs. C'est de plus en plus une constante. Il y a toujours moins de votants. Certains d'entre nous trouveront d'ailleurs des dessins sous forme d'appel au vote, car voter pour nous c'est un devoir en démocratie. On a vu passer un dessin représentant l'enterrement de Renzi. C'est une prémonition? C'est une bonne blague de Manelli, un dessinateur qui a fait un jeu de mots subtil sur le fait que tout le monde voit notre ancien Premier ministre comme fini pour la politique. Mais ce n'est pas dit. Le caricaturiste essaie toujours de se projeter dans l'avenir. Mais ça reste sa vision des choses, pas une prédiction. Bene, Dino, Victor, merci pour votre participation. Merci à toi aussi, Fabrice. Grazie. Le mois prochain, pas d'émission. Non, pas d'émission pour cause de campagne électorale ici, en Italie. Et puis chez moi, en France, ce sera le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble de 1968. Donc il y aura toute une série d'émissions spéciales, mais on se retrouve en mars, bien sûr. Au Parlement européen. Oui, au Parlement européen, à Strasbourg. Ci vediamo allora. Au mois prochain. Voilà. Ah, oh non, dans 2 mois. Voilà. Dans 2 mois, même nous on se trompe. Allez, bonne journée, buona giornata all'ascolto dei programmi della Rai Valle d'Aosta et de France 3 Alpes. Et de France 3 Alpes, bien sûr. On se voit dans 2 mois.